assassiné le 12 septembre 1977, il n'a que 31 ans. Et il est assassiné dans sa prison. Il est mort d'une lésion cérébrale. Donc on l'a laissé, après l'avoir torturé, jusqu'à la mort. Steve Biko est né en 1946. Et il est né, je vous donne ces éléments de biographie pour bien situer, c'est un enfant typique de l'apartheid, puisqu'il est né dans un township. Je rappelle ce que c'est que les townships, hein, on n'en a pas en France, mais il y a des choses qui se rapprochent. Ce sont des zones urbaines ou des quartiers très pauvres, sous-équipés, et qui ont été, qui cumulent tous les handicaps sociaux, mais qui du coup regroupent un grand nombre de Noirs, de Colored, alors ils appellent Colored là-bas les Métis, etc., et d'Indiens. Son vrai nom c'est Stephen Bantu Biko, c'est important puisque ça montre son origine ethnique bantou, mais toute sa vie, eh bien, reflète, toute sa vie enfantine et adolescente, reflète ce qu'était la vie des jeunes sud-africains. Son père est tué par un policier blanc, c'est-à-dire qu'il est d'une famille militante, son père était déjà militant, et il est tué par un policier blanc alors qu'il n'a que 5 ans. Il va faire une scolarité qui va être une scolarité, comme beaucoup de jeunes des quartiers populaires ici, très perturbée. C'est-à-dire qu'il va avoir des actes de défiance vis-à-vis des enseignants, des actes de révolte, des actes d'insoumission. Et je tenais à le souligner parce que les échecs scolaires ici sont souvent expliqués uniquement par les capacités des personnes, et on occulte toute la dimension révolte contre le système scolaire qui peut amener à des comportements d'indiscipline, etc. Ce n'est pas simplement des intelligences moindres, ça peut être aussi le refus du cadre scolaire tel qu'il est perçu aujourd'hui, tel qu'il est présenté, tel qu'il est imposé aujourd'hui. Et donc toute une partie de l'échec scolaire vient aussi de la révolte d'enfants qui, à 6, 7, 8, 9, 10 ans, voyant autour d'eux un certain nombre de choses inexpliquées, des choses qui les scandalisent mais qui sont inexpliquées, vont ne pas se reconnaître dans le système scolaire et dans ce qui est dans le système scolaire. Bien sûr, ils n'ont pas les mots pour le dire quand ils sont enfants, et donc ils vont le dire sous forme de faire du bruit dans la classe, faire rigoler les copains. Je suis sûr qu'ici, certains doivent se rappeler leur enfance ou leur adolescence. Leur présent. Il réussit quand même, bon an, mal an, à rentrer à l'université. Et je vous rappelle qu'à l'époque, l'université était séparée en fonction de la couleur. Et donc, il commence des études de médecine, bien sûr, dans la section non européenne. Donc, c'est un euphémisme pour dire la section noire. Donc, pour ne pas dire le mot section noire, on dit section non européenne. Sa première expérience politique, elle est importante, puisque, comme vous l'avez vu, il est mort très jeune. Et donc, sa première expérience politique, ça va être à l'université. Puisque son premier réflexe, c'est de s'engager dans le syndicat étudiant. Donc il adhère immédiatement au syndicat étudiant, qui est le National Union of South African Students, l'Union nationale des étudiants sud-africains. Et ce syndicat, comme tous les syndicats étudiants à l'époque en Afrique du Sud, est un syndicat qui a été créé par les étudiants blancs. Et Steve Biko, il va persuader que c'est son statut d'étudiant qui va l'emporter et non pas son statut de noir. Surtout que ce syndicat est un syndicat qui est progressiste, de gauche, anti-apartheid, et donc il se dit, normalement, je ne vais pas retrouver au sein de ce syndicat une inégalité en fonction de la couleur. En Afrique du Sud, les blancs progressistes s'auto-appelaient des blancs libéraux. C'était le nom qu'ils avaient, les libéraux. On retrouve dans ces étudiants blancs libéraux, dans ces militants politiques, on retrouve toutes les nuances politiques. Ça va des communistes, en passant à ceux qui sont contre l'apartheid sur une base morale, en passant de ceux qui sont par conscience chrétienne contre l'apartheid. Donc c'est pas un parti, donc c'est une hétérogénéité. Oui. C'est juste, libéraux, c'est vraiment pas dans le sens économique du terme. Non, c'est libéral au sens philosophique initial, qui est au sens du 18e, 19e siècle. Donc mais bon, là-bas, c'est comme ça qu'ils se sont appelés. Voilà. Il va constater immédiatement, et c'est sur la base de ces constats qu'il va commencer à théoriser. Il va constater immédiatement que, alors qu'il y a de nombreux noirs membres du syndicat, tous les postes de direction sont tenus par des blancs.
et sans que ça soit imposé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que les Blancs ont fait de coup d'État. C'est le fonctionnement du syndicat qui mène à ça. Et donc, il commence à s'interroger, en se disant, mais comment se fait-il qu'on n'ait pas de représentants dans les instances de direction de Noirs? Encore, dit-il, le début de sa réflexion, c'est bien parce qu'il n'y a pas de... C'était pas interdit. C'était pas on mettait de côté les Noirs. C'est le fonctionnement qui conduisait à ça. Seconde dimension, constate-t-il, c'est que les priorités qui sont mises en avant par le syndicat ne sont pas celles des Noirs. Et pourtant, on est en plein apartheid. Donc on peut s'attendre avec une situation politique comme celle-là que la question des droits des populations noires soit prioritaire. Mais ce n'est pas celles-là qui sont mises en priorité. Troisième constat. Oui. Du coup, c'est quoi qui met en avant ça? Les droits des étudiants. Mais oui, ils se disent anti-apartheid, mais ils font rien. Oui, enfin, c'est pas qu'ils font rien, c'est que quand le syndicat il fonctionne, à la fin des réunions, Biko il s'aperçoit que ce qui est prioritaire, ce qui est retenu, c'est pas ça. La revendication, c'est augmentation des bourses, c'est diminution du prix des chambres en résidence universitaire, et puis les militants noirs qui sont là, ils se disent mais attends, mais quelque chose qui va pas là. Il y a l'apartheid là. Mais ils ne s'opposent pas à deux sections quoi, différentes. Non. Troisième constat, encore plus problématique, nous dit-il, il constate que la parole est monopolisée par les étudiants blancs. Monopolisée, encore une fois, pas par brutalité. Et il constate que dans les réunions, c'est toujours les mêmes qui parlent, et c'est toujours les blancs. Alors vous verrez que Biko a une analyse systémique, il ne dit pas c'est de la faute des blancs, c'est les blancs les méchants, hein. Ce qui l'intéresse, c'est le système social. C'est qu'est-ce qui produit ça. Et il impute, on le verra après, la responsabilité autant aux militants blancs qu'aux militants noirs. Hein. Donc c'est pas la recherche d'un méchant, c'est comprendre le système de pression, c'est ça qui l'intéresse. Autre constat, nous dit-il, les actions radicales contre l'apartheid auxquelles les Noirs participent à l'extérieur de l'université n'ont pas de reflet dans le syndicat. Il se pose la question, est-ce qu'on est schizophrène? Entre la partie, quand on est noir, à l'extérieur de l'université, où on a une manif, on a des émeutes et on y participe, et puis quand on est à l'université, on parle des bourses, d'autres choses, etc. Donc il dit peut-être qu'on a une schizophrénie, etc. Et lorsque le syndicat parle d'apartheid, nous dit Biko, il a tendance à prendre comme cible les Blancs d'Afrique du Sud. C'est plus pour convaincre les Blancs d'Afrique du Sud que pour combattre l'apartheid par le rapport de force. Et donc ça aussi, ça l'interroge en disant mais la majorité des habitants d'Afrique du Sud, c'est des Noirs, la majorité est opprimée, et pourtant, notre acte, nos analyses, on a l'impression qu'on s'adresse à la minorité en Afrique du Sud. Donc c'est tout ça, c'est tous ces constats-là qui vont l'amener à essayer de comprendre. Sa première décision, ça va être de fonder, et vous verrez que c'est pas parce qu'on va bien entendu l'accuser de racisme anti-blanc, hein, et c'est le résultat d'une analyse, donc je vous donne ce qu'il a fait, et puis après j'expliquerai comment il le théorise. De fonder un syndicat des étudiants noirs, la SASO, South African Student Organization, qui est immédiatement taxé de racisme anti-blanc. SASO, c'est en français c'est organisation des South, donc Sud African Student Organization. Ça c'est en 69. 3 ans plus tard. Oui. Mais du coup, c'est réservé aux Noirs Oui, c'est réservé aux Noirs. Il va s'en exclusivement réservé aux Noirs. 3 ans plus tard, il va créer le Black People Convention, donc la Convention du peuple noir, qui rassemble 70 mouvements et associations qui adhèrent à la théorie qu'il met en avant, qui s'appelle la conscience noire. C'est en quelle année? 72. Donc entre-temps, il a écrit un certain nombre de textes qu'il a appelés théorie de la conscience noire, et les associations et organisations qui s'y reconnaissent ont créé la Convention du peuple noir. Il est exclu de l'université pour cela, à cause de cette création. Alors, ça c'est pour les faits. Maintenant, essayons d'entrer dans l'analyse pour bien saisir. D'abord, le contexte de l'action de Steve Biko. C'est pas un hasard que Steve Biko apparaît et théorise à cette période-là. Resituons le contexte. D'abord, le contexte économique. Je vous rappelle l'enjeu de l'Afrique du Sud à l'époque et pourquoi ça a tenu aussi longtemps.
L'Afrique du Sud se situe en Afrique australe, qui regroupe ce que l'on a appelé le scandale géologique. Pourquoi scandale géologique? Parce que si vous prenez Congo, Rwanda, Angola, Afrique du Sud, Mozambique, si vous prenez toute cette région-là, vous avez l'endroit de la planète où se cumulent toutes les richesses minérales. C'est la région de la planète la plus riche en richesses minérales. C'est appelé par qui comme ça, scandale économique? Scandale géologique, c'est les chercheurs des sciences dures hein, qui ont dit, mais quand on regarde ça, il n'y a aucun autre endroit sur la planète où on trouve le cumul d'autant de minerais. Vous aurez compris que c'est pour ça qu'il y a autant de guerres jusqu'à aujourd'hui en Afrique australe. Hein. Tous les minerais stratégiques, vous savez qu'il y a deux, aujourd'hui l'impérialisme fonctionne sur deux pieds, le pétrole et le gaz, et ça donne toutes les guerres au Moyen-Orient, et les minerais stratégiques, ce qu'on appelle minerais stratégiques, coltan, enfin un certain nombre le tantal, le coltan, etc., qui permettent de produire des ordinateurs, vos téléphones portables, les moteurs d'avion, c'est des aciers particuliers qui supposent des minéraux particuliers. Tout ça, c'est cumulé, c'est concentré dans cette région-là. Et c'est pour cela qu'il y a autant de guerres dans cette région. Ceux qui pensent que le génocide de Rwanda vient d'une folie du peuple rwandais spontané, qui regardent ce qu'il y a dans la région. Ceux qui pensent que le Congo, qui est encore jusqu'à aujourd'hui découpé en morceaux... Il y a minime, Rwanda. Quoi? C'est pas tout le pays qui est riche. Hein, non, mais c'est la région. Celui qui possède le Rwanda a un contrôle sur le reste de la région. Sur le voilà. Congo et compagnie. Alors, le Congo, la même chose. Pourquoi ça a décolonisé aussi tard dans les colonies portugaises, Mozambique et Angola, pourquoi ça a duré aussi longtemps? C'est pour les mêmes raisons. Pourquoi l'apartheid a été soutenu jusqu'au bout par l'ensemble des grandes puissances? La France, 6 mois avant, continue à commercer avec l'apartheid. Tout ça, on ne peut pas le comprendre si on ne prend pas en compte cet aspect de scandale géologique. J'aime bien cette expression parce qu'elle exprime bien les choses. Autrement dit, la région est pour les minerais stratégiques ce que le Moyen-Orient, ce que le pétrole est pour le Moyen-Orient. Hein, c'est une phrase que je dis dans mon prochain livre, qui sort bientôt, parce que ça montre bien les enjeux, et ça montre bien les lieux où il y aura des guerres, malheureusement. C'est ce qui explique aussi certaines formes de guerre qu'on trouve en Afrique australe, et en particulier, si vous suivez la situation au Congo, on a au Congo ce que les associations féministes et de femmes, les deux, congolaises, appellent un féminicide. C'est-à-dire que pour pouvoir maîtriser des morceaux de territoire dans lesquels on peut prélever le minerai, il faut que la population s'en aille. Le viol est un outil pour faire fuir la population, sachant que les vrais responsables, c'est bien entendu les seigneurs de guerre, mais c'est surtout toutes les grandes compagnies qui leur achètent le minerai, parce qu'elles arrêteraient de produire, et les compagnies françaises sont mouillées là-dedans, les compagnies états-uniennes sont mouillées là-dedans. Il y a de l'hypocrisie à dire la guerre au Congo si on ne prend pas en compte cet enjeu-là, qui est que ça n'est possible que parce que toutes les grandes compagnies achètent ce minerai. Des commanditaires. Voilà, oui. C'est-à-dire que nous, on prend tous une Kalachnikov, si on était au Congo, on prend une Kalachnikov, on fait sur le grand terrain à côté, on fait fuir tous les habitants, et on prend nos pioches, on sort le minerai, et on va le vendre à Total, on va le vendre aux grandes compagnies, et les grandes compagnies, on ferme les yeux, oui, j'achète. C'est comme ça que ça se passe, c'est pour ça qu'il y a des seigneurs de guerre au Congo. Excuse-moi, quel rapport avec les femmes? Parce que le viol des femmes est une manière de faire fuir les populations. C'est-à-dire que les villageois, ils se sauvent, hein, avec tous les viols qu'il y a qui sont des viols collectifs, les villageois finissent par se sauver et laisser leur terrain. Et les seigneurs de guerre s'en emparent. Kivu dans Kivu. Là, à l'époque de Biko, donc fin des années 70, la stratégie des grandes puissances, c'est ce qu'ils appellent préserver un cône blanc en Afrique. Tous les autres pays commencent à accéder à l'indépendance, et les stratèges états-uniens disent il faut qu'on préserve un cône blanc, cône parce que c'est comme ça, hein. Donc ça fait un cône blanc en Afrique, d'où le soutien à l'Afrique du Sud, mais aussi à la Rhodésie, tous les pays dans lesquels il y a une minorité blanche qui domine. Alors je dis ça parce que quand Biko se met à théoriser l'apartheid, aujourd'hui avec du recul on peut se dire mais l'apartheid avait une fin, eux ils ne voyaient pas le bout. 77, ils pensaient en avoir pour toute leur vie. C'est important d'avoir en tête que ce que nous on sait avec du recul, eux étaient à l'intérieur et pouvaient penser que ça allait être encore là. Autrement dit, la seule comparaison qu'on peut faire pour l'Afrique du Sud pour bien visualiser, c'est Israël.
l'Afrique du Sud était pour l'Afrique australe ce qu'Israël est pour le pétrole et le Moyen-Orient. C'est-à-dire l'outil d'appui pour contrôler toute la région. Et c'est pour cela qu'on l'a soutenu jusqu'au bout, et c'est pour cela qu'Israël sera soutenu jusqu'au bout, sauf s'il y a un mouvement des peuples au niveau mondial capable d'imposer, mais ça c'est... mais en tout cas, d'eux-mêmes, ils ne lâcheront pas Israël, puisque c'est la même fonction, et ils n'ont lâché l'Afrique du Sud que quand il était plus possible de la soutenir. On en est loin pour la Palestine. On en est loin parce que pour l'Afrique du Sud, il y avait tous les États qui entouraient l'Afrique du Sud qui donnaient des armes à l'ANC, qui leur permettaient de se... À part le Congo qui a collaboré avec l'Afrique du Sud, mais sinon, quand les colonies portugaises ont été indépendantes, c'était des bases arrières pour les soldats de l'ANC, que le Mozambique, la même chose, enfin tous les pays autour étaient en soutien à la lutte anti-apartheid. Que là, en Palestine, c'est l'inverse. Même les pays autour sont colonisés aussi. Jordanie, il fallait... Un sont colonisés, deux collaborent pour isoler la Palestine. Ils ne sont pas colonisés, ils collaborent. Donc ça, c'est le contexte économique dans lequel, de l'Afrique du Sud, dans lequel grandit Steve Biko. Le contexte politique est important également. Biko représente un nouvel âge de la lutte anti-apartheid. Et qui a été possible, cet âge-là, j'expliquerai pourquoi, il a été possible que parce que les générations antérieures ont mené leur forme de lutte. C'est pour ça qu'à chaque fois, Biko s'est toujours opposé, quand on essayait de l'opposer à l'ANC, parce que bien entendu, les journalistes sont venus me voir en disant « Ah oui, mais vous êtes des jeunes par rapport aux anciens ». Biko a toujours refusé de se séparer, de prendre des distances. En gros, il considérait qu'il était un enfant de l'ANC et du PAC. Le PAC, c'est notre parti sud-africain qui s'est battu contre l'apartheid. C'était le Congrès panafricain. Mais il apparaît à un autre moment que j'aborderai un tout petit peu plus tard. Donc c'est une génération nouvelle de lutte contre l'apartheid. Biko est un chrétien et il symbolise l'entrée en masse dans le militantisme des générations de l'après-Mandela. L'après-Mandela, l'après-période de lutte de Mandela avant qu'il soit emprisonné. C'est le militantisme de la génération de Mandela qui va permettre l'émergence de celle de Steve Biko. Puisque tout le travail d'un Mandela ou de l'ANC ou du Congrès panafricain, ça a été d'élargir la lutte au-delà des militants proprement dit. C'est-à-dire que toutes les masses doivent y aller. Le fait qu'il y ait un mouvement chrétien qui, en tant que chrétien, s'engage, c'était le signe que l'ANC avait, la graine qu'elle avait semée, avait poussé. Pardon, j'ai pas compris là, mais... C'est-à-dire qu'on avait auparavant des militants qui étaient politiques, qui étaient communistes, qui étaient radicaux, qui étaient progressistes, en tout cas qui se définissaient en tant que militants politiques et qui se sont dit, notre première étape c'est de mettre en mouvement l'ensemble du peuple sud-africain. Et le fait qu'une grande partie, y compris jusqu'à des mouvements qui auparavant ne faisaient pas de politique parce qu'on est chrétien, s'engagent en politique, c'était un signe que l'ANC avait réussi sa première étape d'élargir la lutte à y compris à des mouvements qui refusaient l'action militante auparavant. Le mouvement de Biko se revendique à la fois, et après on verra que ça évoluera, de la non-violence. Et ça va le distinguer de l'ANC, puisque Biko défend la non-violence au moment où l'ANC se bat les armes à la main. Et ça le distingue également du Congrès panafricain, qui lui aussi mène une lutte armée. Donc ça, c'est la dimension non-violence. Et le second pied sur lequel se construit le mouvement de Biko, c'est la radicalité. Et donc ça les rapproche de l'ANC et du Congrès panafricain. Donc on voit bien que ce n'est pas blanc ou noir, il y a des choses communes. Et cette radicalité, il la résume dans l'idée qu'on n'aménage pas un système de domination. On ne réforme pas un système de domination, on l'abat. Et donc tous ceux qui vont tenter d'aménager l'apartheid, tous ceux qui vont tenter de réformer l'apartheid vont être critiqués par Biko. À l'inverse, ceux qui veulent détruire le système d'apartheid, même s'il y a des divergences, eh bien, vont être dans des combats communs avec Biko. Le point d'unité, c'est la radicalité et non pas la forme de lutte. C'est-à-dire que des gens qui étaient pour la violence armée et d'autres pour la non-violence ont travaillé ensemble, parce que ce qu'ils avaient de commun, c'est la radicalité. Et par contre, d'autres qui voulaient réformer, même s'ils étaient non-violents,
eh bien, avait l'opposition de Biko. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est un peu contradictoire, la radicalité et la non-violence. Quelque part. Bah oui. Non, c'est dans l'essence même de la... J'étais en train de me poser la question, comment on peut être radical sans Mais par exemple, La grève de la faim. ouais. Dans le pire, il n'y a pas de meilleur. Par exemple, les émeutes de Soweto. Les émeutes de Soweto, ça partait initialement d'une intention non violente. Hein, des dizaines de milliers de jeunes avaient comme consigne, Ah oui. allez, on arrête tout, on ne se laisse pas faire, si les flics interviennent. Alors après, ça s'est terminé, d'ailleurs c'est ce qui va faire évoluer aussi Biko. Après, ça s'est transformé en affrontement avec la police, parce que quand la police tapait, il y a des Noirs qui ont réagi, mais, et ça va questionner, mais en tout cas, c'était un mouvement radical, Soweto. Ils ne manifestaient pas pour avoir un petit droit supplémentaire, ils manifestaient pour avoir l'égalité complète, donc l'abrogation de l'apartheid. Et Rosa Oui. Parks, par exemple, on peut considérer que c'était radical ce qu'elle a fait. Bien sûr, Les bus, à toute époque, bien c'est sûr. pas violent, mais elle a Bien sûr. elle a Aller en tant que noir dans un bus à l'époque, c'était hyper radical, bien sûr. Ah oui. La radicalité, c'est pas seulement la forme de... hein, si vous êtes non violent et que vous occupez un lieu de pouvoir et qu'on doit vous virer physiquement, vous êtes dans la radicalité. Après, voilà, toute la question c'est l'efficacité, mais ça c'est le débat. Oui. Mais surtout, je pense que si Biko il était contre la violence, mais pas dans l'absolu, quoi. Enfin, je m'avance, mais il devait être contre la violence pour le cas particulier de l'Afrique du Sud. Ben, ça va venir après, en fait, sa pensée va évoluer là-dessus. Initialement, en tant que chrétien, il est pour la non-violence. Faut pas essayer de lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit. Il était pour la non-violence. Après, son expérience va l'amener à évoluer. Troisième élément de contexte, le contexte historique. Je vous disais tout à l'heure que c'est un enfant de la première vague ou des vagues antérieures de militants anti-apartheid. Le Biko, et je dis ça parce que ça peut nous arriver demain, j'espère que non, mais ça peut nous arriver. Biko, comme beaucoup de gens de sa génération, doit apprendre le militantisme au moment où on arrête massivement toute la génération antérieure. Tous les leaders qui ont marqué la génération antérieure. C'est-à-dire que tout le monde connaît Mandela, mais on n'a pas arrêté que Mandela. On a arrêté tous les Noirs sud-africains de plus de 35 ans qui dirigeaient des mouvements, qui étaient dans les syndicats, et on a eu une génération d'orphelins. C'est-à-dire que les nouveaux militants se sont retrouvés d'un seul coup, un peu orphelins, parce qu'il y avait toute cette génération-là qui était arrêtée. Aujourd'hui, ça nous semble inimaginable qu'on arrête d'un seul coup, mais c'est des dizaines de milliers de personnes arrêtées. Hein. Les prisons africaines étaient infestées, étaient pleines de ces militants. D'autres ont été contraints à l'exil. Dans cette vague d'arrestations massives, il y a eu ceux qui ont été arrêtés, puis il y a eu aussi tous les dirigeants qui ont dû partir. Partir se réfugier en Angola, partir se réfugier, etc. Sinon, ils étaient arrêtés. Et troisième catégorie de la génération antérieure, tous ceux qui ont été contraints à être dans la clandestinité complète, c'est-à-dire à avoir moins de liens, à pouvoir moins être en lien quotidien avec les townships, donc dans les quartiers, etc. Résultat, on a eu toute une génération qui a dû se poser la question de militer sans avoir de cadre antérieur. Il n'y avait rien. Puisque les cadres antérieurs qui fonctionnaient, ils n'étaient plus là, donc sans organisation. Il y avait ceux qui étaient dans la lutte armée, mais dans les quartiers, fallait, celui qui avait 20 ans, pour s'organiser, il devait inventer. Et Biko a été une des personnes qui va répondre à cette question-là. Voilà ce qu'il nous dit sur ce contexte historique. Il y a eu beaucoup d'arrestations dans ce pays en réaction aux activités clandestines héroïques c'est lui qui met le terme héroïque, donc si vous voyez qu'on l'oppose aux autres, vous saurez que c'est du bluff, aux actions clandestines héroïques du Congrès panafricain et de l'ANC. Cela a provoqué une sorte d'émasculation politique de la population. C'est fort. Une sorte d'émasculation politique. On a bien eu donc des jeunes de 20 ans, 22 ans, 23 ans se posant la question de l'anti-apartheid qui n'avaient plus. Mais qu'est-ce que dit Mandela? Parce que dans leur vie quotidienne, ils ne croisaient plus ces militants-là. D'émasculation politique de la population et surtout de la population noire, avec pour conséquence que les Noirs ne pouvaient pas exprimer leurs propres aspirations. Quand on écoute certains jeunes des quartiers populaires, on peut avoir cette impression-là, qu'ils naissent sans connaître les luttes antérieures. Hein. Tous ceux qui ont vécu les débats sur la marche pour l'égalité, le nombre de gens qui la connaissent, les gens ne connaissent pas. Quoi. Donc on a bien eu une coupure entre les générations qui a là-bas été plus dramatique, mais qui peut exister ailleurs. Or, nous dit-il, dans ce contexte historique, comme il y a tous ces militants aguerris, ces militants formés,
qui étaient en prison, qui étaient en exil ou qui étaient dans la clandestinité, eh bien, ce sont les Blancs progressistes qui se sont retrouvés sur le devant de la scène. Et donc, en termes de modèle, c'était les Blancs progressistes qui apparaissaient. Voilà ce qu'il nous dit. Seules des organisations blanches, principalement des groupes d'étudiants, comme le NUSAS, donc le syndicat dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou le Parti libéral, ou le Parti progressiste, s'opposaient à ce que le gouvernement imposait aux Noirs. Donc Biko a grandi dans une situation où il n'y avait pas d'organisation noire dans la vie quotidienne qui s'opposait à l'apartheid. Et que les seuls qui s'opposaient à l'apartheid, eh bien c'était des Blancs. Extrêmement minoritaires, mais c'était eux qui avaient accès aux journaux, qui avaient accès à... qui pouvaient se réunir, qui pouvaient parler, etc. Et donc, Biko et sa génération grandissent dans une situation paradoxale qu'il décrit de la manière suivante. Quand je suis entré en fac, au cours de l'année 66, selon l'analyse que mes amis et moi en faisions, il y avait quelque chose d'anormal dans cette situation, où les Blancs étaient en fait ceux qui participaient le plus à notre oppression, et en même temps, ceux qui s'opposaient le plus à cette oppression. C'est-à-dire, quand on regardait ceux qui justifiaient l'apartheid, on trouvait des Blancs. Quand on regardait ceux qui s'opposaient à l'apartheid, on trouvait des Blancs. Et les Noirs là-dedans, qui étaient la majorité de la population, ben, avaient disparu. Ou étaient à l'extérieur, au maquis, etc. Imaginez aujourd'hui un mouvement féministe où la majorité serait des hommes. Imaginez un mouvement féministe où les hommes seraient les plus radicaux pour dire il faut l'égalité homme-femme. Et où des femmes résisteraient et les hommes l'argumenteraient pour les convaincre. Mais si, c'est bien l'égalité, etc. Imaginez un mouvement des quartiers populaires où on ne s'interroge pas sur la place des jeunes issus de l'immigration. On ne cherche pas à les conquérir, on ne cherche pas à les avoir. Imaginez un mouvement de jeunes où il n'y aurait que des vieux. Je sais qu'il y a des membres des jeunesses communistes. Imaginez les jeunesses communistes avec que des vieux. Ça poserait quelques questions. Et, ben... et donc on a bien là quelque chose de particulier, mais c'est particulier dans jusqu'où a été le processus là-bas, à cause de l'arrestation massive. Mais c'est pas particulier sur les situations, on peut la retrouver ailleurs. Il y a plein d'endroits ici où on retrouve ce type de situation, où certains parlent au nom d'autres, hein, et où certains qui ne vivent rien de l'oppression qu'ils prétendent analyser, parler, etc., se retrouvent sans se poser de questions, comme disant mieux que d'autres, parlant à la place des autres, sans jamais leur demander leur avis, ou les solliciter, ou savoir... etc. Et donc c'est cette question-là qui amène Biko à tenter de comprendre la situation. C'est d'autant plus important, et ça sera le dernier point du contexte, c'est qu'au niveau historique, c'est un moment aussi où l'apartheid est affaibli, commence à être affaibli par les luttes de l'ensemble des pays voisins, par les luttes de l'ANC, etc., commence à être affaibli, y compris militairement, et où il cherche un visage amendable. Donc il cherche à, comme je le disais pour la décolonisation lors d'un des cours antérieurs, comment changer pour ne pas changer. Donc comment redorer l'aspect extérieur. Donc c'est l'époque où il y a des théorisations sur il faut adoucir l'apartheid, il faut démocratiser l'apartheid, etc. Et donc on peut avoir tendance dans cette phase-là à donner la parole aux libéraux blancs pour que surtout les Noirs ne la prennent pas. Même si les libéraux blancs, c'est pas ça qu'ils voulaient mettre en avant, mais en tout cas, ils peuvent être instrumentalisés là-dessus. Le premier grand apport théorique de Steve Biko, ça va être la critique de ce qu'il appelle le paternalisme blanc. Vous pouvez ramener à d'autres luttes, c'est exactement les mêmes processus. On peut faire une critique du paternalisme des bourgeois sur les ouvriers. On peut faire une critique du paternalisme masculin sur les femmes quand elles se battent pour leur égalité homme-femme. On peut faire une critique sur la question, à l'époque coloniale, on a eu ça. En tout cas, dans toutes les dominations, il y a ce paternalisme qui peut exister. Et il le théorise en particulier en expliquant pourquoi les amendements, les réformes de l'apartheid doivent être rejetées. Et en particulier, comme réforme, il y avait le grand projet des Bantoustans. Créer des Bantoustans, c'est-à-dire on regroupait la population noire dans des
dans des ghettos et on appelait ça un pays. Donc on inventait des pays. Donc il y avait dans le projet initial plusieurs dizaines de pays qui allaient, et puis l'Afrique du Sud allait devenir la fédération de tous ces pays. Bien entendu, ces pays étaient dominés par le centre du pouvoir qui était Pretoria et qui étaient les grandes compagnies internationales. Biko nous dit les Bantoustans ne remettent pas en cause le système d'oppression et donc doivent être combattus. Non seulement ils ne le remettent pas en cause, mais ils le justifient. Ils font croire qu'il est possible de l'amender. Et donc il faut s'y opposer de manière virulente. Et il appelle ça le refus de l'intégration. Moi je pense qu'en France, sous d'autres formes, lorsqu'on nous parle d'intégration, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'égalité, c'est de ta faute, c'est la même logique qu'il y a derrière. Bien sûr, ça ne se traduit pas en Bantoustan, mais c'est la même logique qu'il y a derrière. C'est pas regardons les inégalités que tu vis, c'est toi, tu vas te transformer. Là, c'était ne regarde pas les inégalités de l'apartheid, on te crée ton petit jouet, là, ton petit Bantoustan, et puis en plus, dans votre culture, vous avez des rois, donc on va vous mettre le petit roi local qui va tout gérer, et puis on va lui créer sa petite police, et en fait, on crée des mini-États. Ça vous rappelle rien ? Certains discours sur la Palestine peuvent ressembler à ça. Là, c'est Jordanie qu'on a actuellement. Peuvent ressembler à ça. Et en réalité, le projet d'Israël, quand on regarde de près, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas reconnaître un État en tant que tel. Le projet d'Israël est bien de casser l'identité palestinienne pour la répartir en micro-identités. Gaza, Cisjordanie, puis même dans Gaza, on trouvera de telle sorte à ce qu'effectivement, on ait une série de Bantoustans. Parce que si en Afrique du Sud ça avait réussi, ça peut durer des décennies et des décennies. Hein, si on arrive à casser l'idée de construire une nation commune et de replier sur des micro-identités, en termes de gestion de l'oppression, ça peut fonctionner longtemps. Donc l'idée même de s'intégrer à un système d'oppression, nous dit Biko, est à rejeter. On ne s'intègre pas à un système d'oppression, on le détruit. Voilà ce qu'il nous dit. Notre position sur ce sujet, donc il parle des militants de la conscience noire, et qu'il est impossible, si l'on cherche à lutter pour les aspirations du peuple noir, de lutter à partir d'une plateforme qui vise à opprimer le peuple noir. Ça doit vous rappeler certains qui disent on va lutter de l'intérieur, on a une mesure dégueulasse, on va y aller pour l'améliorer, il y a toute une série de choses comme ça. Donc il me dit non, on ne peut pas entrer dans une plateforme qui a été créée pour opprimer le peuple noir et dire on va la transformer, on va la modifier, on va la moduler, etc. Nous considérons que les prétendues plateformes des Bantoustans sont des créations délibérées du gouvernement nationaliste qui permettent de juguler les aspirations politiques des Noirs et de leur donner des plateformes pseudo-politiques pour détourner leur attention. En gros, Biko nous amène à être extrêmement vigilants sur qui définit les priorités. Qui définit les mots d'ordre. Et là, il nous dit, on nous crée des jouets pour qu'on ne s'attaque pas au système d'oppression en tant que tel. Il n'y a rien de typiquement sud-africain là-dessus, si ce n'est la forme que ça a pris. Mais ça, on peut le retrouver, ailleurs. J'ai une question. Quand on revient en arrière, tu disais que il n'y avait plus de référence. Mais, par exemple, c'est pas la même chose, mais pendant la Révolution, quand les leaders étaient en prison ou quoi, il y avait toujours moyen de... ils arrivaient quand même à passer des... C'est ça que je comprends pas. En Afrique du Sud, normalement, ça devait se faire aussi. Oui, mais c'était pas dans la quotidienneté. Bien sûr qu'il y avait des tracts de l'ANC qui arrivaient quand même de temps en temps. Bien sûr qu'ils admiraient tous Mandela. Et que quand ils pouvaient tomber sur un de ses textes, ils se l'arrachaient, etc. Mais le militant qui est tous les jours dans le township, dans la rue d'à côté, et qui anime des réunions, etc., lui, il était en prison. Et donc, il y a eu une période, ça n'a pas duré des années, parce qu'après, les nouveaux militants se sont constitués, mais il y a eu cette période-là, dans laquelle les jeunes, les Biko étaient jeunes, les jeunes se sont dit, il faut qu'on s'organise. Parce qu'il n'y a pas... Sinon, ils auraient adhéré, s'il y avait eu à ce qui existait déjà. Donc là, ils étaient contraints d'innover et de produire quelque chose de nouveau. La première leçon qu'on peut retirer de Steve Biko, si on veut la ramener aujourd'hui, c'est que tous ceux qui nous parlent aujourd'hui d'un État palestinien, sans le relier au combat stratégique pour mettre fin à l'oppression sioniste, sont dans l'intégration que dénonce Biko. Il ne s'agit pas de dire on ne veut pas d'État palestinien, ça peut être une étape tactique. Mais tous ceux qui ne relient pas l'État palestinien à
l'idée que ce n'est qu'une étape pour la remise en cause du sionisme en tant que tel, sont dans l'intégration. C'est-à-dire qu'ils donnent l'illusion qu'un État palestinien pourrait vivre à égalité, être intégré dans la région avec l'État sioniste à côté. On est dans la même logique, et c'est très fréquent. La plupart des gens qui s'expriment aujourd'hui sur l'État palestinien, c'est pour dire quand vous l'aurez, fini, hein. Il faudra vous calmer. Moi, je peux vous garantir que dès qu'ils l'auront, le lendemain, ben, la lutte ira plus loin. Ça peut être une étape tactique, ça ne peut pas être la fin de la lutte contre l'oppression sioniste. Oui. Mais c'est exactement ce que veut faire croire le PS avec le vote d'aujourd'hui, enfin le vote de mardi prochain. Exactement, quand on entend un Fabius, c'est extraordinaire. Fabius qui dit, nous sommes pour un plan de 2 ans. En 2 ans, il va régler, sans toucher à Israël, il va régler la question de l'oppression que vit le peuple palestinien. Là, on est vraiment dans l'idée qu'en réalité, les 2 ans, c'est quoi? C'est comment faire accepter aux Palestiniens des Bantoustans. Sur la question de la participation, alors là aussi, si on élargit, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder en quoi ces auteurs, leur théorisation, elles nous servent aujourd'hui, sur la question, est-ce qu'il faut participer ou non? On entend souvent, vous critiquez beaucoup, il faudrait peut-être participer un peu. Vous devez entendre parler de démocratie participative un peu dans les quartiers. Vous devez entendre parler de ne pas faire la politique de la chaise vide. Voilà. Voilà ce qu'il nous dit. Notre position sur ce sujet est qu'il est impossible, si l'on cherche à lutter pour les aspirations du peuple noir. Tous ceux, parce que ça j'étais en train de répéter ce que je disais auparavant, tous ceux qui participent au jeu du système dans lequel domine l'homme blanc, donc après vous traduisez au jeu du système capitaliste ou du jeu, après vous traduisez aujourd'hui, qui étouffe les aspirations des Noirs. Nous ne croyons pas qu'il soit possible, quelle que soit la façon de procéder, de participer et de transformer de l'intérieur une telle plateforme en œuvre utile. Nous pensons que la première étape que doit franchir tout dirigeant politique noir, donc là vous pourrez mettre tout dirigeant politique femme si vous êtes dans le féministe, tout dirigeant ouvrier si vous êtes dans le mouvement syndical, tout dirigeant des quartiers populaires si vous êtes ça, nous pensons que la première étape que doit franchir tout dirigeant politique noir est de détruire une telle plateforme. De la détruire sans lui octroyer la moindre considération. Dès que l'on s'y engage, dès que l'on y participe, ça c'est pour la démocratie participative, que l'on soit du parti dirigeant ou de l'opposition, on le reconnaît et on lui reconnaît un caractère sacré, on lui consent une certaine respectabilité. En gros, il nous dit que à chaque fois que l'on vous propose de participer, c'est pour légitimer le système d'oppression. Ça se voit bien dans la dimension que prend les propos des gens ou les interventions dans les séances participatives politiques. Pendant des années, on a vu que c'était au ras du sol et que ça menait à rien, et que c'était vraiment pour les maintenir au départ, pour faire semblant de... Et après, en troisième étape, c'était plus pour leur faire croire qu'ils avaient construit avec les hommes politiques. Voilà, on n'est pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que le paternalisme blanc? À partir de ces éléments-là, Bicot le définit comme la posture consistant à considérer. Donc là aussi, vous pouvez traduire paternalisme des hommes, paternalisme des patrons, paternalisme, vous pouvez traduire à chaque fois. La posture consistant à considérer que l'on sait mieux que les premiers concernés ce qui est souhaitable pour eux et ce qui doit être à l'ordre du jour. La posture consistant à considérer que l'on sait mieux que les premiers concernés ce qui est souhaitable pour eux et qu'est-ce qui doit être mis à l'ordre du jour. Donc la priorité des revendications et des transformations. Mais surtout, l'apport de Bicot, ça va être de tenter de réfléchir à comment se produit ce paternalisme. Donc là, il parle non pas du paternalisme des ennemis, mais du paternalisme des amis, des gens qui sont contre l'apartheid. Hein. Et il nous dit, le paternalisme naît lorsqu'il y a sous-estimation. Alors je vais le dire de manière compliquée, après je vais expliquer. Lorsqu'il y a sous-estimation des déterminations de socialisation de la relation de domination. Alors ça veut dire quoi? Donc on devient paternaliste quand on sous-estime les relations de détermination dans une relation... Non, pardon. Non. Sous-estime les déterminations de socialisation qui marquent une relation de domination. Si je suis un homme
et que je sous-estime que la société en tant qu'homme m'apprend à commander et à ne pas traiter les femmes à égalité. Même si je ne le veux pas. Si je sous-estime que dans cette société, on m'a habitué à ça, eh bien je deviens paternaliste. Si je suis un blanc et que je sous-estime que la société impérialiste m'éduque pour ne pas considérer Mohamed ou Aminata comme mon égal, si je sous-estime que je vais avoir des réflexes, des tendances qui viennent de ce système-là, qui ne viennent pas de moi, c'est pas moi qui suis mauvais. Hein. J'ai beau être un progressiste, un révolutionnaire, si je sous-estime ça, eh bien je vais être paternaliste. Je vais me permettre de penser à sa place, en sous-estimant que, en fait, je ne pense pas à sa place, puisque je suis à une autre place. Je ne pourrais jamais vivre ce qu'un noir vit quand je vis en Afrique du Sud, si je suis un blanc. Et donc, pour Steve Biko, la conscience révolutionnaire, c'est la prise en compte que je suis déterminé par le système social pour pouvoir me méfier de certains de mes réflexes. Et pour lui, c'est pas moral, au contraire, c'est ce qui permet de grandir. Hein. Et donc, les hommes doivent prendre conscience pour, en tant qu'hommes, se libérer de son détermination. Les blancs doivent se prendre conscience pour se libérer de son détermination. Les gens des couches moyennes, s'ils veulent se mettre au service de la société, doivent s'interroger sur leur détermination de socialisation. Nous sommes socialisés différemment en fonction de notre boulot, de notre sexe, de notre appartenance géographique, parce qu'il y a des relations de domination dans le monde. Et dire ça, c'est pas être anti-blanc, c'est juste refuser que la couleur blanche soit utilisée par le système social pour nous diviser. Est-ce que c'est clair ce que je... Refuser les automatismes, s'interroger, Voilà. et c'est un garde-fou. Mais après, c'est pas donné à tout le monde, il faut être super vigilant avec soi-même. Ben oui. Voilà, c'est ça. Alors après, pour Biko, ça se fait pas tout seul, ça se fait aussi dans le collectif, ça se fait ça doit se faire dans les mouvements militants, ça doit se faire... c'est pas tout seul devant ma glace que je me libère de mes déterminations. Il y en a qui le font. Enfin, qui croient le faire. Ça n'aboutit pas. Non, mais il y a des gens qui écrivent des bouquins sur comment se libérer de ses déterminations sans participer à aucun mouvement militant. Je sais pas comment ils font pour faire ça. Mais bon. Ils sont un mouvement à eux seuls. Devant la télé, devant Internet, sur avec les réseaux de Internet. Alors, oui. Ça me semble super important, mais je sais pas. Allez, on va prendre des exemples concrets. Jessie, c'est un mec extraordinaire. Vous l'avez tous vu méditer avec nous. Ça, c'est toi qui le dis. Si, il a fait plein de trucs avec nous. C'est une des personnes qui, en termes d'égalité, essaye d'être le plus cohérent possible. Mais ça reste un mec blanc. Pas vraiment, Ça reste un mec blanc. Et c'est pas grave, nous dit Biko. Et Biko dit c'est pas grave. À condition que j'en prenne conscience, que je sache que malgré moi, on a mis en moi des réflexes. Et que ces réflexes-là, je vais progressivement les éliminer par l'action collective avec les autres. Il faut qu'il y ait une activité, il faut qu'il y ait un... Voilà. C'est bien, c'est blanc, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est pas grave, ça se soigne. C'est pas comme être un homme, ça se soigne. Ça, c'est... Non, mais par contre, il y a une chose. Pourquoi d'accord, être vigilant avec soi-même, mais est-ce qu'il n'a pas pensé aussi à remettre les blancs à leur place, quoi, c'est-à-dire à ce qu'eux se remettent en question eux-mêmes, quoi, voilà. Non, on va y venir, tu vas trop vite, ça. C'est bien, c'est que tu as bien compris. Le lien Oui. paternalisme. Pardon. Parce que le paternalisme, c'est l'attitude de quelqu'un qui... C'est quoi le rapport d'un père et d'un fils de manière transversale, de manière dominante? C'est le père dit au fils, je sais ce qui est bon pour toi. Tu penseras quand tu seras grand, pour l'instant, obéis-moi. Les centres sociaux avec les couscous, les soirées couscous. Oui, Oui, donc, comme tu disais, Jessie reste un blanc malgré sa conscience, etc. Mais l'arabe ou le noir le verra aussi comme un blanc. C'est-à-dire que par rapport à ce que Frantz Fanon disait, aussi du sentiment aussi que le colonialisme a produit, l'esclavagisme, etc., le sentiment d'infériorité, c'est aussi un travail aussi. Vous êtes trop bien formés, vous allez plus vite que moi. Non, non, mais vous verrez qu'un des grands apports de Biko, c'est d'avoir repris la théorie de Frantz Fanon et de l'avoir simplifiée et précisée. Donc c'est pour ça que je dis... Parce que c'est compliqué aussi comme gymnastique, quand tu as pris conscience de ça, de te dire mais l'autre il me voit aussi. Bien sûr. Tu vois, donc c'est... C'est toute la complexité, oui. Oui. Mais c'est une vraie complexité. C'est-à-dire que la seule manière de s'en sortir, c'est de vraiment penser en termes de système, et pas seulement en termes d'individu. T'as compris?
Non, des fois, moi aussi, j'aimerais, je me dis, quand je dis quelque chose, j'aimerais bien être blanche, parce que je me rends compte, quand vous parlez de certains sujets, Ils n'ont rien à... c'est comme si, si je parle de la Palestine, mais c'est normal qu'elle pense ça parce que elle est arabe. Donc forcément, qui dit... Cependant, il y a des Arabes qui ne pensent pas forcément... Si tu te rends compte, c'est souvent même sur des sujets, n'importe quoi. Je préfère être blonde aux yeux bleus et avoir ma pensée parce que non, mais entre Ils n'ont rien à envier, les blonds aux yeux bleus. j'ai l'impression que c'est beaucoup plus non, enfin le message passerait beaucoup plus par rapport aux gens que on peut parler plus de légitimité pour parler d'un sujet. voilà, enfin oui, mais tu entre guillemets, j'ai l'impression que c'est que il y a toujours un parti pris inconscient avec la personne à qui tu parles. Comme tu disais, c'est vrai que on peut pas tout ça, on peut pas lutter. Enfin, je veux dire, on peut pas lutter contre. Malheureusement, moi, des fois. Non, ça pose, on le verra. Vous allez vraiment trop vite. Hein, c'est tout ça, c'est la réflexion de Bicot. Ça pose la question de l'alliance. Hein, Bicot dit, il faut qu'on réfléchisse en termes d'alliance. Voilà. Donc, ça va poser la question de comment on construit cette alliance. Par exemple, moi, j'ai une collègue que certains connaissent, qui est Marie-Pierre Coé, qui est blonde. Et j'en avais marre de ce que tu décrivais. On a fait une fois une expérience. On a appris par cœur le même texte sur les discriminations. Le même. Et je l'ai dit. Et donc ça a provoqué certaines questions, certains débats. Hein. C'est parce que vous êtes maghrébin. Et elle a dit exactement la même chose, mais à la virgule près. Exactement. Avec le même type de public. Hein. C'est passé comme une eau à la poste. C'est-à-dire que le débat n'était pas en termes de déni, c'était ah bon, et alors comment ça fonctionne, etc. D'un côté, il y avait un intérêt, de l'autre côté c'était circuler, il n'y a rien à voir, alors que elle, en tant que blonde aux yeux bleus, elle peut pas, les discriminations dont je parlais, parce qu'on parlait de discrimination raciste, donc elle ne les vivait pas, et que moi qui les vivais, j'étais illégitimé parce que j'étais d'origine maghrébine. Donc effectivement... Mais on veut pas, les gens ne veulent pas admettre qu'on puisse faire la part des choses quand on est quelqu'un maghrébin et qu'on exprime une problématique. C'est un refus aussi de dire à des gens non mais toi non t'es compromis alors qu'on n'est pas forcément compromis, on sait faire la part des choses. Mais même si je parle pas d'immigration, si je parle des Roms. Bien sûr. Voilà, je sais qu'on a tous du Rome en nous, mais enfin voilà, je sais que on a tous quelque chose mais fais l'expérience en disant je dis pas ça parce que je suis arabe. Tu verras que ça sera encore différent. Oui, mais tu ça, les préviens. Sauf que dire ça, c'est entrer dans le jeu, c'est-à-dire que je m'excuse à l'avance. Parce que moi, dans un de mes articles récents, je disais, attention, on est en train de prendre des prudences énormes maintenant pour parler. Certains doivent dire, je ne suis pas antisémite. Quand tu es arabe, il faut dire, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas... Après, tu peux parler. Il faut faire attention. Oui. Quand tu es blanc, que tu parles de la question raciste avec un blanc, que tu as une position ferme, voilà, on va dire, anti-raciste, et ben, l'autre, il se lâche à mort sur en disant, en tenant des propos hyper racistes, et tu as envie de lui en coller une, mais tu ne rien. Alors que ça aurait été un arabe en face de lui, il n'aurait pas dit le quart de ce qu'il aurait dit. Mais il les pense quand même. Ah oui, il les pense, bien sûr qu'il les pense. J'ai pas envie de lui mettre une claque quand même. C'est l'occasion de lui en claquer une. On peut pas s'arrêter. Allez, ma famille. Non, mais c'est imagé, c'est imagé. C'est suffisamment Pour moi, par contre, je pense, mais moi, on me dit c'est parce que je suis avec un Africain que j'aime bien les Noirs et que j'aime bien l'Afrique. Ah bah oui. En fait, on est toujours... Alors, c'est toujours ici pour biaiser en fait le discours et les arguments. Ça m'est arrivé avec les collectivités aussi. En fait, je suis fatiguée. Alors, Steve Biko parle pas de ça, mais moi je considère, donc ça c'est pas Steve Biko, c'est moi, je considère qu'il y a une contamination. C'est-à-dire que si vous vivez avec un noir ou une arabe, si vous avez une bande de copains noirs ou arabes, si dans votre métier vous êtes avec beaucoup de noirs et d'arabes, vous finissez par être perçu comme noir et arabe, ou comme l'avocat des noirs et des arabes, les mécanismes d'invalidation vont être les mêmes. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme une maladie, on vous la transmet, voilà, vous êtes... On africanise les blancs dans le regard dominant. Alors, Biko nous dit un des indicateurs du paternalisme, c'est la tendance à expliquer la colère du dominé par de la pathologie.
Qu'on est des fous. Les femmes seront des hystériques. Ça s'était théorisé en plus. Quand les femmes faisaient des mouvements ou revendiquaient des choses qui embêtaient la société dominante, mais elles sont cinglées. Certains ont parlé de maladies spécifiques pour les Africains et pour les Maghrébins. Donc à chaque fois que la colère, la revendication, la rage d'un dominé s'exprime, quand la tendance est de tout de suite la pathologiser, eh bien nous sommes dans un indicateur du paternalisme dominant. Et par exemple, c'est ça qui conduit, nous dit Bicot, alors il n'emploie pas le terme à l'époque, hein, mais avec le vocabulaire d'aujourd'hui, ce serait le racisme anti-blanc. Quand on met l'étiquette racisme anti-blanc, si on reprend la logique de Bicot, c'est un indicateur de ce paternalisme. Oui. Mais du coup, si on rapporte une pathologie, c'est raciste. Enfin, donc les Noirs se révoltent, ils sont noirs, c'est raciste. C'est pas Non. les blancs qui disent ça. C'est les Blancs qui disent ça aux Noirs en disant mais vous êtes trop radical, mais vous êtes trop en colère, mais calmez-vous, mais parlez doucement. C'est comme si un dominé va parler doucement, un dominé que si vous l'avez jusque-là, face à votre patron, vous avez envie de lui rentrer dans le lard. Donc ça sort. Et là, à ce moment-là, on va pathologiser, mais enfin, apprenez à parler calmement. C'est ce qu'on nous dit quand on parle. Quand on parle avec Frévézy et avec les mains, en plus, on m'a déjà dit, le gars il savait pas que j'étais d'origine arabe, parce que j'ai un nom flamand, moi je peux passer partout comme ça. Le mec, bon, je vais pas dire ses origines, mais bon, le gars était hyper asto, et il me dit, mais ça sent la violence, vous êtes d'un milieu violent, vous êtes... Puis vous voyez mes mains bouger, donc il s'est dit, elle doit être méditerranéenne, il n'arrivait pas à cibler, parce qu'il avait vu mon nom et ça ne lui disait rien. Et c'est exactement les mêmes propos. Et là, Bicot nous dit, il faut vraiment être très clair sur l'explication du sentiment qu'ont les dominés lorsqu'ils disent avec des mots simples, lorsqu'ils désignent un dominant. Il dit, lorsqu'on désigne le blanc, c'est pas la couleur qu'on désigne. C'est la couleur dans un système dans lequel le blanc domine. C'est pas la couleur, c'est pas du racisme. Il nous dit de manière très claire, l'homme noir ne nourrit aucune mauvaise intention et encore moins de haine envers l'homme blanc. L'homme noir ne déploie sa rage contre l'homme blanc que dans la mesure où celui-ci veut s'ancrer dans une position de pouvoir pour exploiter l'homme noir. Donc c'est la révolte contre le blanc qui accepte la domination, même si tel que ça sorte, le jeune du township peut dire il y en a marre des blancs. Et ça va être taxé de racisme anti-blanc. Comme dans les quartiers, on peut entendre aujourd'hui ça, et ça va être taxé de racisme anti-blanc, alors que c'est une réaction à l'impression qu'il y a des discriminations contre eux. Et il nous dit, il n'y a rien au-delà de ça. Donc c'est bien la réaction à la domination, et non pas une idéologie raciste contre les blancs, etc. C'est 77, hein. Racisme anti-blanc, c'est apparu en termes d'expression il y a une dizaine d'années ici. On voit bien que c'est la même logique qui fonctionne. Alors, ayant constaté ça, ayant théorisé, ayant pris conscience et théorisé ce que c'était que le paternalisme, du coup, se pose la question de comment en sortir. Et l'intérêt d'un Bicot, c'est de se poser la question à la fois du côté des Blancs d'Afrique du Sud et du côté des Noirs. Mais, dit-il, on va s'en préoccuper au niveau théorique des deux côtés, mais moi, ma priorité, c'est de le réaliser du côté des Noirs, parce que c'est eux qui sont dominés, etc. Donc, second apport de Bicot, c'est la théorisation des conditions de la prise de conscience et des conditions de l'émancipation. D'abord, nous dit-il, il faut reprendre ce que Césaire et Fanon nous ont appris, donc il s'appuie sur Césaire et Fanon, sur le fait que la domination suppose, c'est ce que disait Mireille tout à l'heure, l'intériorisation d'une mentalité de dominé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domination si on n'a pas amené le dominé à se considérer comme inférieur. Et il y a donc toute une série de discours, d'enseignements, de films, de messages qui amènent le dominé à intérioriser qu'il est inférieur. Bicot va très loin là-dessus, il dépasse Fanon l'analyse, mais Bicot le positionne comme étant un élément central de la domination. Il nous dit, l'arme la plus, on pourrait en faire une affiche celle-là, l'arme la plus puissante dans les mains des oppresseurs est la mentalité des opprimés. C'est quand j'ai intériorisé que je suis inférieur que la domination peut avoir lieu. Le jour où les femmes auront éliminé de leur fonctionnement, de leur manière de penser,
toute l'intériorisation que des siècles de patriarcat ont mis, ben, l'homme ne pourra plus imposer sa domination. Le jour où les Noirs... J'ai dit quoi? Oui, des siècles. J'étais millénaire. Oui. Le jour où les ouvriers auront éliminé l'intériorisation qu'il faut être intelligent pour être patron, il faut quand même savoir gérer, etc. Quand cette intériorisation aura été éliminée, le système capitaliste ne tient pas. Le jour où les colonisés ont rompu avec cette idée que il est supérieur à moi, eh bien on est sorti. Donc Biko, on comprendra pourquoi sa théorie s'appelle la théorie de la conscience noire. Hein, mais les positions qu'il pose là, on peut les élargir à toutes les dominations, qui est la théorie de la prise de conscience, de casser le sentiment, l'intériorisation de la domination. Il va plus loin en nous disant, en réalité, le dominé vit deux oppressions, et non une seule. Il vit deux oppressions et non une seule. Et il nous dit, la seconde est au service de la première. Alors, la première, c'est l'oppression directe, économique, policière. Ça, c'est l'oppression brutale. Si je ne vais pas bosser, je n'ai pas de salaire. J'ai intérêt à bosser, sinon je suis licencié. Donc ça, c'est une oppression directe. Ou c'est la violence des hommes sur les femmes. Si tu ne fais pas ce que je veux, ben, tu vas avoir raclé. Donc ça, c'est de l'oppression directe. Mais il nous dit, celle-là, elle ne tient que parce qu'on a une autre, qui est, bien entendu, cette intériorisation de la mentalité de dominance. Voilà comment il théorise ça. Le mouvement de la conscience noire, donc lui il parle des noirs, mais encore une fois on peut l'élargir, se réfère à l'homme noir et à sa situation. Et je pense que l'homme noir est sujet à deux forces dans ce pays. Il est tout d'abord oppressé par une force externe, qui s'exerce par l'intermédiaire d'une machinerie institutionnelle, au travers des lois, qui l'empêchent de faire certaines choses, au travers des conditions de travail difficiles, à travers l'éducation scolaire très faible, toutes choses qui lui sont extérieures. Ça, c'est la violence pure, la violence du système. Et il nous dit, il est ensuite oppressé. Et il nous dit, et c'est ce que nous considérons comme le plus important, par une aliénation qu'il a développée en lui, il se rejette précisément parce qu'il rattache au mot blanc tout ce qui est bon. Il a intériorisé que tout ce qui est blanc est bon et que tout ce qui est noir est mauvais. Reliez-le aux autres oppressions de manière moins explicite, mais vous pouvez avoir le même type de fonctionnement. La conclusion qu'il en tire, c'est que les revendications à mettre en avant doivent être élaborées par les premiers concernés. L'ordre des priorités doivent être élaborés par les premiers concernés. S'il s'agit de revendications concernant les femmes, les hommes peuvent aider, mais c'est aux femmes de d'abord les mettre en avant. Si on parle des quartiers populaires, c'est aux habitants des quartiers populaires. On peut débattre avec eux, on peut dire, mais c'est d'abord à eux de pouvoir le mettre en avant. Et il nous dit, mais pour que les premiers concernés puissent le faire, c'est toute la difficulté, parce que tous allez dire, mais comment on fait? Eh bien, il nous dit, c'est compliqué parce qu'il faut d'abord se désaliéner. Voilà ce qu'il nous dit. Nous avons donc affirmé que les changements à venir ne pourraient advenir que s'ils résultaient d'un programme élaboré par les Noirs, et pour que les Noirs puissent élaborer un programme, ils devaient vaincre l'élément principal qui en politique leur faisait du tort, un sentiment psychologique d'infériorité délibérément entretenu par le système. C'est-à-dire que le système social participe, regardez comment fonctionne l'école par exemple, participe de l'intériorisation pour les enfants d'ouvriers du fait que si je veux réussir, je dois m'éloigner de ma classe. Pour les enfants de l'immigration, si je dois réussir, je dois m'intégrer, donc quasiment avoir honte de mes parents. Et donc, en fait, ça, c'est la production d'un système d'infériorité. Parce que pour me sentir l'égal des autres, je dois estimer devoir prendre de la distance avec ma classe sociale ou mon milieu culturel d'origine. Et donc, on est bien sur ce sentiment d'infériorité produit par un système social. Regardez les films et le message des films sur la place des femmes, la place des Noirs, c'est l'intériorisation du sentiment d'infériorité. On a bien cette... Nous pouvons penser qu'il y a un double discours alors? Même pas, parce qu'ils sont sincères. Mais c'est pas parce qu'ils sont sincères que c'est juste. Le bourgeois pense vraiment que les enfants d'ouvriers, à 99%, ils sont faits pour être ouvriers, puis le bon, là-dedans, il y en a un, il y en a deux, il y en a 10. Là, quand même, il a bien bossé, il faut lui laisser une place. Ça, et ils peuvent être sincères. N'empêche qu'il a beau être sincère, ça reproduit l'inégalité. Oui. Et ça met quand même
l'enjeu de la pédagogie dans les écoles, quand même, au premier temps. C'est-à-dire que si on veut, à un moment donné, à casser ce mécanisme en fait, de paternalisme de domination, c'est bien aussi dans l'apprentissage, où on voit quand même, à un moment donné, plus dans un rapport, on va dire, celui qui sait pas, et d'être dans cette domination-là, quoi. Vraiment, on sent tout un enjeu qui n'était pas forcément pris en compte, notamment dans nos mouvements militants, de la manière dont on intervient dans les quartiers, comment on amène aussi les choses et tout ça, et qui redemande à repenser notre manière d'intervention vis-à-vis des publics dits non conscientisés, on a encore fait une référence. Absolument. Dans les collèges sont beaucoup paternalistes, les enseignants avec les élèves. Bien sûr. Alors, poursuivant sa réflexion théorique, Bicot nous dit le deuxième pied sur lequel fonctionne le système, donc il y a un premier pied qui est l'intériorisation de l'infériorité, le deuxième pied, nous dit-il, qui est construit en même temps. C'est pas l'un ou l'autre, c'est construit en même temps. C'est la construction d'une mentalité de supériorité du côté de la majorité. Donc là, la majorité dominante, hein. Donc là c'est les Blancs. Hein. Il nous dit, pour commencer, donc là il s'adresse aux progressistes blancs, pour commencer, il faut que les Blancs réalisent qu'ils sont seulement humains et pas supérieurs. De même, les Noirs doivent réaliser qu'ils sont seulement humains et pas inférieurs. On a bien un système dans lequel on apprend aux uns, de manière imperceptible, inconsciente, à se positionner en supériorité, et on apprend aux autres de manière imperceptible et inconsciente à se positionner en infériorité. Et donc, nous dit Steve Biko, les progressistes blancs ont donc aussi un travail à faire sur eux-mêmes, et en premier lieu, ne pas nier la réalité des déterminations systémiques, donc la réalité de ce que leur apprend le système social. Il est très précis là-dessus, hein, voilà ce qu'il nous dit. De la même manière, nos camarades blancs, pour pouvoir écouter les noirs, donc il va même très loin, pour pouvoir les écouter, c'est-à-dire pour comprendre ce qui est dit, ce que les mots veulent dire. Hein, quand quelqu'un dit la discrimination, ça me fait ça, pour comprendre ce qu'il ressent, il nous dit Bicot, eh bien les blancs, pour pouvoir écouter les noirs, doivent vaincre le problème principal qu'ils avaient, et qui était un problème de supériorité. Sinon, ils n'entendent pas, ils déforment, ils euphémisent, de manière inconsciente. Donc là, on a bien un système qui apprend aux uns à se sentir en infériorité et à d'autres à se sentir en supériorité. Et la destruction du système réel, c'est pour ça que Bicot, s'il était encore vivant, dirait le combat continue, la destruction du système réel, ça sera lorsque les deux auront brisé ces déterminations que le système produit, et donc en cassant le système, bien sûr. Troisième apport de Bicot, après la théorie du paternalisme blanc et après les étapes de la prise de conscience, la question de la déconstruction théorique du discours sur la mixité. Bicot nous dit, parce qu'on l'a accusé de raciste anti-blanc, puisqu'il avait créé un syndicat noir, alors qu'il était initialement avec les étudiants blancs, et qu'il a constaté qu'ils n'avaient pas accès à la parole, pas accès, leurs revendications ne passaient pas, etc. Donc il a créé un syndicat noir. Et il nous dit, attention, la mixité n'est pas toujours égalitaire. Et même en situation de domination, elle est généralement inégalitaire. Parce qu'elle dilue. Et il nous dit le problème de la mixité, c'est pas un problème d'être opposé à la mixité, parce que vous verrez qu'après il est pour la mixité, mais avec un certain nombre de conditions. Ce qu'il nous dit, c'est que, attention, si la mixité est égalitaire, eh bien l'ordre des priorités n'est plus l'ordre des priorités telles qu'objectivement on l'aurait déterminé dans la société. C'est-à-dire qu'il devient l'ordre de ceux qui parlent le plus. Là, je vous rappelle au tout début de ce que je vous disais tout à l'heure, il n'est pas parti avec tout ça, il a adhéré sincèrement au syndicat, il s'est aperçu que malgré qu'il y avait beaucoup de noirs, tous les dirigeants étaient blancs, il s'est aperçu que malgré qu'il y avait des revendications sur l'apartheid, ça n'apparaissait jamais dans la plateforme, il s'est aperçu que en termes de tour de prise de parole, les blancs sincères, les blancs bien, eh bien, il parlait beaucoup et laissait peu la parole aux noirs. Donc c'est tout ça qui l'a amené à s'interroger sur cette question de la mixité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme lui et créer des groupes non, mais ça veut dire qu'il faut s'interroger sur les conditions de la mixité à chaque fois qu'on est réunis. En tout cas, dans la situation d'Afrique du Sud, il n'y avait pas d'autre solution que ça. Ça ne veut pas dire que cette solution est la bonne partout, mais en tout cas, elle est à interroger. Et il nous dit, l'important là-dedans, c'est que
celui qui ne vit pas une oppression a du mal, sincèrement, à saisir de quoi l'on parle. Et que c'est pour cela que la mixité, à certains moments, s'il n'y a pas des conditions de mise, eh bien, elle se transforme en son inverse. Voilà ce qu'il nous dit là-dessus. Nous avons affirmé en tant qu'étudiants noirs que nous ne pouvions participer à des organisations multiraciales qui, en réalité, premièrement, étaient des organisations blanches en raison du nombre écrasant d'étudiants blancs dans le pays, puisque les Noirs avaient peu accès à l'université. Alors, vous comprendrez, toutes les prudences qu'il prend, c'est bien pour dire que ce n'est pas un problème de couleur. Hein, c'est un problème de tactique politique compte tenu de... Là, il y avait... La majorité était des blancs parce qu'il y avait peu de Noirs à l'université. Qui, deuxièmement, se concentrait principalement sur des problèmes qui affectaient la communauté étudiante blanche. C'est-à-dire qu'au même moment où les rares étudiants noirs disaient comment on soutient les manifs dehors là, de nos frères, là on leur disait prix des résidences universitaires. Donc ça ne pouvait pas aller, quoi. Et troisièmement, nous dit-il, dont les membres, bien sûr, en ce qui concernait les questions politiques, s'exprimaient bien mieux que l'étudiant noir ordinaire, du fait de leur formation supérieure et de leur nombre. Ils pouvaient obtenir la majorité sur n'importe quel sujet. Si vous réunissez des jeunes de quartiers populaires, et que nous tous là, qui sommes là, nous commencions à parler comme on parle entre nous habituellement, eh bien ils vont plus revenir. Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que le langage comme domination. Et là, Bicot nous dit, même les blancs sincères, ils avaient, par leur formation politique, par les études qu'ils avaient fait, que nous, que le système nous avait créé inégalement, donc nous, on n'avait pas accès à ce même vocabulaire, on n'avait pas accès à ces mêmes concepts politiques, et bien ils nous assommaient. Ils nous assommaient, et on n'osait pas parler. Et là, il disait, ben, donc on a eu besoin de notre espace à nous, pour pouvoir penser, théoriser, etc. Et l'espace aussi, hein, parce que les gens qui ne vont pas aller dans certains endroits aussi. Alors bien sûr, on n'est pas en situation d'apartheid en France, donc on ne peut pas plaquer ça, mais l'intérêt de la réflexion de Bicot, c'est de nous dire, mais si on veut vraiment conquérir les quartiers populaires, il va falloir qu'on se pose ces questions, et de se dire, mais un débat avec des jeunes de quartiers populaires, comment on le monte ? Est-ce qu'on fait comme s'il n'y avait pas ces trucs-là, et puis chacun il parle comme d'habitude, et moi je parle comme d'habitude, etc., et où tu les assommes avec tes concepts, et après on va dire, mais ils viennent jamais, les gens des milieux populaires, ils ne nous rejoignent pas. Ben oui, il y a ce décalage-là que Bicot théorise et nous permet de prendre conscience. Et donc Bicot nous dit, l'alliance, le travail en commun, ne peut se faire que sur une base d'égalité, sinon on se ment à soi-même. Encore une fois, la préoccupation de Bicot, ce n'était pas les blancs racistes, hein. Ça, il faut les combattre. C'était les blancs qui étaient contre l'apartheid, etc. Hein. Donc ici, en gros, en France, ce serait les militants, révolutionnaires, progressistes, de gauche, etc. Et il nous dit que sur cette base-là, donc une mixité égalitaire, il fait le constat. Alors comme la France, c'est le paradis, vous allez dire ça, c'est pas le cas. Moi, je pense qu'on est un petit peu là-dedans. Et il nous dit, nous n'avons pas suffisamment, donc à son époque, de groupes blancs prêts à former de véritables coalitions égalitaires avec les Noirs. Je veux dire pas assez de groupes blancs à l'heure actuelle. Plus il y aura des groupes de ce genre à émerger, et plus vite nous gagnerons. C'est-à-dire des groupes blancs qui ont conscientisé qu'ils sont déterminés aussi comme dominants, qui l'acceptent et qui sont en alliance pour casser l'apartheid, eh bien, il dit, ben, il n'y en a pas beaucoup. Et effectivement, il y en avait peu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire théoriquement, nous dit Steve Bicot? C'est que l'émancipation réelle ne peut jamais venir de l'extérieur. L'extérieur peut apporter l'expérience, peut apporter la situation, peut apporter des conseils de lecture, peut apporter un éclairage. Mais si l'émancipation est imposée, une émancipation imposée n'existe pas. Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a une grande unanimité en France, par exemple, pour commémorer comme journée d'abolition de l'esclavage le 10 décembre, qui est une journée octroyée. Et que c'est surtout pas une journée qui symbolise une date de révolte des Noirs. C'est quand même intéressant. On aurait pu prendre, comme symbole l'esclavage, une grande révolte d'esclaves et dire c'est cette date-là qu'il faut commémorer. Ben non, on a pris autre chose. Et ça, c'est bien cette idée que l'émancipation ne s'octroie... Enfin, là, quand on dit le 10 décembre, ben, on considère que l'émancipation, ça s'octroie. Et non pas, elle est le résultat de la lutte des premiers concernés, du mouvement des premiers concernés. C'est une commémoration, c'est pas trop grave, mais ça a quand même du sens politique. Et on a, par exemple, la Centre d'organisation des Antilles qui refuse le 10 décembre et qui chaque année fête, je ne sais plus quelle date exacte, mais fête une autre date
dans laquelle c'était une grande révolte d'esclaves, en disant c'est ça la vraie émancipation, beaucoup plus qu'un Schulcher qui vient nous dire... Là, il y a un côté paternaliste. Absolument. Absolument. Alors, c'est pas qu'un problème simplement de mots, nous dit Steve Biko. Il nous dit, c'est aussi la question de qu'est-ce qui permet à quelqu'un de dépasser la peur et de reprendre de la fierté. Et il dit, pour la majorité de cette génération qui a vu tous les leaders entrer en prison et mourir les uns après les autres, la peur existait. Et la question que se posait Biko avec son mouvement, c'était comment on sort de la peur. Et il disait, il n'y a que l'auto-émancipation qui fait disparaître la peur. Il n'y a que lorsque je me suis mis en mouvement et que moi-même je me prends en charge, que la peur disparaît, que la fierté apparaît. En comparant par exemple les premiers effets de la conscience noire, voilà ce que dit Steve Biko. Donc il parle d'une situation où ils avaient peur. Et lui, il est venu avec ses militants pour non pas leur dire voilà le programme tout fait, mais en disant il y a un ciné-club, il y a un débat, il y a, donc on verra après, hein, en construisant une contre-société, là il y a ça, que ça les a mis en mouvement, ça les a amenés à d'abord aller dans une manif, et il décrit ce que ça a produit comme transformation. La réponse des étudiants à ce moment-là a traduit leur fierté. Ils ne voulaient pas se calmer. C'est-à-dire que le plus difficile, ça a été de les amener à la manif. Hein, mais une fois qu'ils y étaient, ils ne voulaient pas se calmer, même sous la menace des fusils. Et donc ce qui devait arriver arriva. En fait, ils n'avaient plus peur. Certains ont été tués. Les révoltes n'arrêtaient pas. Parce qu'à aucun moment, ces jeunes étudiants, ni à aucun moment leurs parents, ne se sont résignés à avoir peur. Tout le monde a considéré que des mesures oppressives avaient délibérément été mises en place pour calmer les masses noires. Et tout le monde était également déterminé à dire à la police, à dire au gouvernement, là il parle de Soweto, hein, nous ne serons pas effrayés par votre police, par vos chiens et par vos soldats. Voilà l'absence de peur dont on parle et que je considère comme un élément déterminant de l'action politique. En gros, Biko nous dit, tant qu'on n'a pas réussi à faire sortir de la peur le dominé, eh bien on ne s'en sort pas, on n'y arrive pas. Et par contre, quand il est sorti de la peur, eh bien on ne l'arrête plus le dominé. C'est-à-dire qu'après, ça y est, la dynamique est partie et on ne l'arrête plus. Et toute la difficulté, c'est de faire ce que Steve Biko a fait à son époque, qui est de faire sortir de la peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a de la peur dans les quartiers populaires en France. Hein. Il y a plein de gens qui ils vont vous dire la politique ne m'intéresse pas. En réalité, quand vous regardez, et on l'a vu au moment où on a fait la semaine pour l'égalité, vous vous rappelez ces jeunes qui nous donnaient leurs coordonnées en disant mais ça ne va pas être publié, hein, parce qu'avec le chômage, etc. Et on a plein de jeunes qui aujourd'hui hésitent à s'engager en disant mais ça va être quoi les conséquences, etc. Donc il y a bien cette dimension de peur. L'importance avant de faire sortir les gens de leur peur, de mettre sur papier, anticiper sur le vrai changement qu'on veut, parce que quand le mouvement sera lancé, comme on dit, plus rien ne les arrête. Mais par contre, s'il y a des choses qui sont écrites de ce qu'on veut réaliser et laisser de côté, ça peut servir de guide aussi, parce que sinon c'est une anarchie. Alors, Biko, on l'a accusé de raciste anti-blanc, et donc en lui disant tu es contre la mixité, donc tu es raciste. Alors que lui, sa réflexion, c'est il faut créer les conditions d'une mixité égalitaire, c'est pas tout à fait la même chose, a tenu bien sûr à préciser sa conception de la société future, d'une Afrique du Sud libérée. C'est bien entendu une Afrique du Sud qui n'est pas basée sur la race, ni sur la couleur, et voilà ce qu'il nous dit. En gros, il nous dit, pour qu'il y ait une société multiraciale, eh ben, il faut qu'elle soit égalitaire, et donc il faut changer de système. C'est casser le système qui crée et les noirs et les blancs. Ça doit vous rappeler le t-shirt Canaïm, là, que vous avez déjà vu, de Frantz Fanon. Il n'est pas de blanc ni de noir, je ne sais plus quoi la phrase exacte, c'est. Le noir n'est pas plus que le blanc. Voilà. C'est le système qui crée et le noir et le blanc. C'est le système social qui, hiérarchisant, crée l'un et l'autre. Voilà ce qu'il nous dit. Nous envisageons une société qui ne se fonde absolument pas sur la race. Nous ne croyons pas, par exemple, en les dites garanties des droits des minorités. En gros, il dit même l'idée de droit de minorité, c'est-à-dire qu'on accepte que le fait d'être un nombre moindre qu'une autre, on a moins de droits. Donc il dit, la notion même de droit des minorités, il faut l'éliminer, il faut créer l'égalité, c'est pas le droit des minorités qu'il faut défendre. Parce que garantir les droits des minorités implique que l'on considère certaines parties de la communauté sur une base raciale. Nous imaginons
que dans notre société, donc société future, il n'y aura plus de minorité. Il n'y aura pas de majorité. Il n'y aura que des gens. Et ces gens seront égaux devant la loi et bénéficieront tous des mêmes droits politiques devant la loi. Donc, d'une certaine manière, ce sera une société égalitaire qui ne se fondera aucunement sur les races. Traiter quelqu'un qui dit ça de raciste anti-blanc, faut vraiment... Faut être tordu. Voilà, faut être tordu. Oui, c'est ça. Ça vous rappelle rien? Tous les débats sur la Palestine, Israël. Oui, mais comment vous... S'il n'y a qu'un seul État demain, ça va être comment? Et les minorités, etc. C'est-à-dire qu'on reste dans le cadre du système, comme on est incapable d'imaginer qu'on casse le système d'oppression du sionisme et que le futur État qui réunira les juifs, les arabes, les athées, etc., là-bas, n'aura rien à voir avec le système actuel, et bien du coup, on nous pose des questions, et la minorité, et la majorité, et le respect des droits des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on reste dans le cadre du système alors que c'est le système qu'il faut détruire. Que dans ce système-là, il n'y a rien de possible. Et puis aussi qu'on oublie peut-être l'essentiel, c'est que c'est des hommes, on a besoin de cette idée d'égalité, quoi. Alors bien sûr. Je comprends ce que tu veux dire. Mais nous aussi on a compris ce que tu voulais dire. Nous aussi on a compris ce que tu voulais dire. Bien sûr se pose la question économique. Dans cette société future, eh bien, quelle va être cette société future d'une Afrique du Sud libérée? Et Biko nous dit, mais de toute façon, il est très cohérent, s'il y a aujourd'hui la domination blanche, c'est pour servir des intérêts des dominants, pas seulement d'Afrique du Sud, mais du monde entier. Et donc il nous dit, eh bien, une république sud-africaine libérée est une république socialiste. Qu'on ne peut pas imaginer une société multiraciale qui ne prendrait pas le caractère socialiste, parce que c'est justement pour ça qu'a été instauré l'apartheid, pour permettre d'accéder à ces richesses et pouvoir les piller. Et il nous dit de manière très claire qu'il ne s'agit pas de remplacer les dominants blancs en y introduisant des dominants noirs, mais bien de changer le système. Autrement dit, la question raciale est aussi une question sociale en Afrique du Sud. C'est pas, il y a la question raciale et la question sociale, ça va ensemble. Voilà ce qu'il nous dit là-dessus. Oui, je pense que l'Afrique du Sud libérée sera socialiste. Sinon, elle ne sera pas libérée. Je pense qu'on ne peut pas échapper au fait qu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, la redistribution des richesses est tellement injuste que toute liberté politique qui n'impliquera pas une redistribution adéquate des richesses sera vide de sens. Les Blancs ont concentré la plus grande partie des richesses du pays entre les mains d'une petite minorité d'entre eux. Si la seule chose qui change sont ceux qui sont au pouvoir, ce qui risque de se passer, c'est que les Noirs continueront d'être pauvres et que l'on verra quelques Noirs se glisser au sein de ce qu'on appelle la bourgeoisie. Notre société sera à peu près gouvernée comme elle l'était auparavant. Donc, pour que prenne place un véritable changement, nous devrons réorganiser l'ensemble du modèle et des politiques économiques de ce pays dans le sens socialiste. On voit bien qu'on a une analyse non seulement de la libération par la conscience, mais aussi de la transformation de la société en tant que système social. Et enfin, dernier rapport de l'œuvre théorique de Steve Biko, qui pour moi est un des plus importants, même si je ne sais pas comment le mettre en œuvre. Même si, mais je pense qu'il faut qu'on continue à essayer, qu'on continue à chercher. C'est que Steve Biko nous dit, pour que les gens deviennent des militants politiques, il faut constituer une multitude d'espaces dans lesquels, en partant de la vie quotidienne, le chemin se construise vers le politique. Autrement dit, il nous dit, nous devons construire des espaces de contre-société. Il n'est pas loin de ce que dit Gramsci sur construire une contre-hégémonie. Gramsci nous dit, il y a l'hégémonie de la classe dominante, dans ses écoles, à sa télé, etc. Eh bien, Gramsci nous dit, créons nos clubs de foot, créons nos ciné-clubs, créons, etc., dans lequel
eh bien le dominé va prendre l'habitude d'être autrement et que c'est ça qui le mènera au militantisme politique. Ouais, C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'ai connu avec les communistes, enfin, dans mon enfance, Absolument. mon père était communiste. C'est ce que faisait le Les PC. ciné-clubs, le sport, c'était pas anodin, on n'était pas n'importe où. Bien sûr. Et voilà, C'est ce que faisait le PC dans le passé, bien sûr. de façon subliminale, on va dire. Bien sûr. C'est le meilleur, c'est le Et, meilleur remède. et ça reste d'actualité. Ça reste Moi, d'actualité. je peux confirmer en tout cas. Steve Biko considère donc que l'abolition de l'apartheid et plus largement l'abolition de la domination nécessite la construction d'une contre-société. Et il considère qu'il faut donc développer des actions sur le plan éducatif, culturel, social. Et que c'est dans ces activités que se mène la politisation. Or, trop souvent, les militants ont l'impression qu'en venant donner leur analyse par un tract, où il y a tout d'expliqué, les gens vont se politiser. Mais le tract ne peut parler. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mobiliser sur un aspect, mais le tract, avec toute l'analyse politique, il parle qu'à ceux qui sont déjà politisés. Et donc, ça pose la question de comment on touche ceux qui ne le sont plus. Oui. C'est aussi à travers les syndicats, quoi, parce qu'à la base, les syndicats, c'était ça aussi, quoi. Partir des réalités des gens à leur travail pour ensuite apporter une analyse. Si dans les syndicats, on ne retrouve pas ce qu'a dit Steve Biko, c'est-à-dire des couches moyennes, voilà, après, bien sûr. Oui. Et donc, pour lui, c'est la voie, c'est l'étape nécessaire pour la politisation. Voilà ce qu'il nous dit. Le principe de base de la conscience noire, parce que lui, il l'a pensé par rapport à l'oppression d'apartheid, hein, et le rejet par l'homme noir du système de valeurs qui veut faire de lui un étranger dans son propre pays et qui détruit jusqu'à sa dignité humaine. Pour cela, nous devons avoir nos espaces dans lesquels nous nous éduquons, nous nous formons et nous reprenions de la dignité. Alors c'est un boulot immense, mais sans doute que c'est ce qui explique qu'on a du mal à reconstruire une riposte, c'est qu'on ne s'y est peut-être pas mis suffisamment. En gros, si on veut prendre un vocabulaire français, Biko appelle au développement d'une éducation populaire, c'est ça. Mais attention, à la différence de ce qui se dit ici, pour lui l'éducation populaire est un outil de politisation. Alors qu'aujourd'hui on a plein de courants d'éducation populaire qui disent on va faire de l'éducation populaire, mais c'est pas de la politique. Lui, c'est l'inverse. Il pense que c'est dans l'éducation politique, enfin, dans l'éducation populaire, qu'il y a une politisation assumée. Biko va le mettre en pratique lui-même. Il anime des cours du soir dans lesquels, effectivement, pour apprendre comment ça s'appelle la langue officielle l'Afrikaner. Pour apprendre l'Afrikaner, parce que pour certains postes, il fallait parler l'Afrikaner, mais pour apprendre l'Afrikaner, il prenait des exemples sur les luttes de libération nationale. C'était ça le contenu de ses cours, etc. C'est-à-dire qu'il faisait le choix politique de faire cela. Mais également du ciné-club, également du théâtre, tout ça étant des outils pour politiser. Il refuse, nous dit-il, la coupure entre politique, sociale, culturelle, éducatif, qui sont des fausses coupures pour éviter justement la prise en compte de leur lien, c'est-à-dire de la politique. Et bien ça a tellement réussi que Biko et son mouvement ont fait très peur à l'apartheid, et que la première mesure avant de le tuer, ça a été de l'assigner à résidence. Parce que quand il allait donner un cours sur l'histoire de l'Afrique du Sud ou même un cours sur l'Afrikaners, eh bien ça se transformait en prise de conscience, et donc il a d'abord été assigné à résidence. Que retenir de tout ça? D'abord quelques éléments de conclusion sur l'évolution de Biko. Biko va progressivement d'une non-violence qui s'opposait à la violence, considérer que non-violence et violence sont complémentaires pour détruire le système. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher de l'ANC, se rapprocher du Congrès panafricain, en disant que, en arrivant à la même conclusion que Frantz Fanon, c'est que c'est pas, s'il y a de la violence, c'est pas nous qui le choisissons, c'est la manière dont l'oppresseur réagit. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a des personnes, de nombreuses personnes, et donc de plus en plus de personnes, qui n'ont plus confiance en l'efficacité de la méthode non violente. Ils considèrent, et il ne les condamne pas, hein, il dit qu'il faut travailler avec eux, ils considèrent que le gouvernement nationaliste actuel ne peut être renversé que par des gens aux commandes d'une branche armée. Je ne sais pas si cela sera la réponse définitive de la société,
Je pense qu'en fin de compte, le résultat sera l'impact de toutes les organisations, donc celles qui sont pour la violence et celles qui sont pour la non-violence, à condition qu'elles soient pour détruire l'apartheid. Donc ça sera la convergence de toutes les organisations qui œuvrent dans le but de provoquer un changement en Afrique du Sud, c'est-à-dire la destruction du système. Personnellement, je voudrais qu'il y ait moins de groupes. Je voudrais que nous fusionnions l'ANC, le PAC et la Conscience Noire, afin de former un seul groupe de libération. Vous aurez compris pourquoi on l'a tué. Hein. Parce que vous imaginez la force. L'apartheid serait terminé 10 ans avant. C'est-à-dire que là, il y avait convergence entre des actions radicalement violentes et la lutte armée, et Biko proposait non seulement la convergence, mais la construction d'une organisation commune autour de ça. Biko reste, c'est pour ça qu'on l'a tué, et on l'a tué en prison, pour qu'effectivement il ne puisse pas continuer son travail, reste celui qui est passé d'un militantisme d'avant-garde, qui était nécessaire, il le reconnaît, l'ANC, etc., à un militantisme de masse, et en tentant de faire converger les deux. Deuxièmement, Biko est celui qui nous aide à comprendre les prudences à avoir lorsque on a des inégalités sociales sur comment construire nos organisations. Donc c'est toute la question de la mixité, comment on réfléchit, si on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes qui parlent, il n'y a pas de solution miracle, il faut qu'on s'arrête et qu'on se pose la question. C'est pas tout seul, c'est pas t'as le droit de parler. Non, dire à quelqu'un t'as le droit de parler. Si vous parlez un vocabulaire qui l'assomme, donc faut rechercher ensemble comment on fait. Troisièmement, Biko est celui qui nous aide à comprendre que des mots comme fierté, dignité, reprendre confiance en soi, c'est des éléments qui sont politiques. C'est pas que des éléments de caractère, hein, c'est bien, il est un peu plus fier de lui. Non, c'est des éléments politiques parce que la domination rend non fier. La domination rend peureux. La domination rend se sentir inférieur. La domination crée l'idée que tout ce que je dis, c'est des bêtises. Alors que j'ai plein de choses intéressantes à dire, je vais finir par considérer que tout ce que je dis, c'est des bêtises. Ou que je ne sais pas parler. Tous ces éléments-là sont des intériorisations de domination et que personne n'est génétiquement constitué pour bien parler, personne n'est génétiquement constitué pour commander, personne n'est génétiquement commandé pour savoir prendre la parole en public. Tout ça, c'est des apprentissages, mais bien entendu, les dominants se réservent ces apprentissages, et il y a intériorisation par les dominés du fait que c'est pas pour moi, ou j'y arriverai pas. Donc ça, pour moi, c'est un des apports incontournables de Steve Biko. Et je voudrais terminer en citant deux phrases, une de lui et une de Mandela, sur l'apport, d'abord sur Steve Biko. Voilà ce qu'il nous dit. Alors bien entendu, ça n'est compréhensible que pour ceux qui ont déjà passé la phase de politisation. Hein. Biko nous dit, voilà, soit tu es vivant et fier, parce que tu milites, parce que tu te bats contre les oppressions. Soit tu es vivant et fier, soit tu es mort, et quand tu es mort, tu ne peux plus t'en soucier. Quand tu es mort parce que tu as été militant, tu as tué. Ta façon de mourir peut elle-même être une chose politique. Car si je n'arrive pas dans la vie à soulever la montagne de l'apartheid, l'horreur de la mort, il parviendra sûrement. On avait l'impression qu'il savait comment il allait être tué. Un peu comme Sankara dans sa belle phrase. Et donc ça c'est Biko. Et quant à Mandela, voilà comment il juge l'œuvre de Biko. Et il a il a dit cette phrase, c'est symboliquement le jour de son élection. Et il dit, Steve Biko a été le premier clou dans le cercueil de l'apartheid.